Bonjour et bienvenue sur Fréquence Banane. Il est midi et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une émission à format hybride. Nous avons le plaisir d'accueillir pour le dernier séminaire de l'association Climact pour une discussion qui portera sur le sujet de l'engagement public à l'université. Relation entre science et engagement public, une coexistence est-elle possible? C'est la discussion que vous allez entendre après une présentation de la part de Augustin Franière qui vient clore la série entre la science et la société. Donc, je vais laisser la parole à Charmy Limno, chef de projet du centre Climact, qui va animer la discussion. Bonjour Charmy. Bonjour Ella. Et tout d'abord, du coup, est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs et auditrices qu'est-ce que Climact? Climact est un centre conjoint de l'Université de Lausanne et de l'EPFL qui est dédié, qui est donc interdisciplinaire et interinstitutionnel et qui est dédié à soutenir les chercheurs qui font des recherches transversales sur les changements climatiques. Ok, super. Et donc, c'est là votre dernière série dans les séminaires. Qu'est-ce que vous souhaitez partager à nos auditeurs et auditrices concernant cette série de séminaires aujourd'hui? Notre série de séminaires, en fait, elle s'applique, elle suit le cours de semestre universitaire. Donc, c'est notre série 2023-2024. Quatrième série de séminaires déjà qu'on termine aujourd'hui. Et dans ces séminaires, on aborde plusieurs sujets diversifiés. Donc, en fait, on passe tant sur les sciences atmosphériques, le biochar, les énergies renouvelables, et puis aujourd'hui, plus particulièrement, l'engagement public et la relation avec la science. Ok, super. Et à qui s'adressent en fait ces séminaires Climact? Tout public, vraiment. On essaie vraiment d'avoir des gens qui sont intéressés par divers sujets, qui veulent en apprendre davantage. On a beaucoup de chercheurs et d'étudiants qui nous suivent, d'étudiantes qui nous suivent. Mais il faut dire que toute personne intéressée par les sujets que l'on présente peuvent se joindre au séminaire, suivre les discussions. On essaie de rendre ça accessible et suffisamment vulgarisé. Super. Eh bien, merci beaucoup. Je vous laisse donc présenter le thème et c'est Charmy qui va assurer l'animation de cette belle discussion. Merci beaucoup, Ella. Donc, comme on l'a mentionné, c'est un format hybride. On est très heureux aujourd'hui de se retrouver en live à Fréquence Banane et puis sur notre webinaire Zoom. Donc, on aura ce petit format hybride. On va commencer avec Augustin Franière qui fera une présentation d'environ 20 minutes. Puis, on poursuivra avec, on poursuivra avec une discussion en présence de Valérie Dacremont, qui est médecin et professeur et spécialiste en infectiologie et médecine tropicale. On a également deux jokers qui sont parmi nous aujourd'hui, deux intervenants bonus. On a Carla Almeida et Ella Gran, justement notre animatrice aujourd'hui et membre de Fréquence Banane, qui s'intéresse particulièrement au sujet, les deux. Et puis Anna qui est doctorante à l'EPFL et qui est particulièrement intéressée par la thématique, on leur a proposé de se joindre à nous. Alors, voilà, pour ce qui est des questions en ligne, j'en profite pour le mentionner parce que c'est format webinaire, donc on a des possibilités de questions en ligne par nos auditeurs, auditrices. Vous pouvez les écrire comme vous voulez, quand vous voulez, réagir à notre discussion. On lira vos questions afin que les auditeurs et auditrices de Fréquence Banane comprennent bien comment s'imbriquent vos questions dans les discussions. Et que c'est comme ça qu'on fera, j'espère, une discussion et de la jazette intéressante, comme on dit chez moi au Québec. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter Augustin Franière. Alors, Augustin est directeur adjoint du Centre de compétences en durabilité à l'Université de Lausanne. Docteur en philosophie politique et géosciences de l'environnement, ses travaux portent en particulier sur les questions de justice climatique et environnementale et sur les théories de la durabilité. Il a également travaillé sur des questions de liberté académique et de rôle des chercheuses et chercheurs dans le débat public. Donc, sans plus tarder, Augustin, je te laisse la parole. Tu vas pouvoir également partager ton écran pour les gens qui sont sur le webinaire. Merci, Charmélie. Bonjour tout le monde. Merci à Climact pour l'invitation à ce dernier séminaire de la saison. Merci à Fréquence Banane aussi pour l'invitation de nous accueillir aujourd'hui. Pour que je puisse partager mon écran, il faut juste que Nicolas, tu départages le tien, je crois. Voilà, merci. Une petite seconde et on y sera. Voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, on parle d'engagement public des universitaires et ma petite présentation de 20 minutes va revenir sur des réflexions qui ont été menées ici à l'Université de Lausanne depuis 2020.
Alors, j'arrive pas à passer. Hop, voilà. Donc, depuis 2020, quand un groupe de travail avait été constitué au début, donc février 2020, juste avant le Covid, en fait, juste avant les confinements, à la demande de l'Université de Lausanne. Non, on me fait signe que le partage n'a pas fonctionné. C'est juste. Alors, on va recommencer. Voilà les aléas d'expérimenter. Ouais, c'est les aléas du direct. Là, ça marche. Une super manière d'atteindre un plus grand public. On recommence. C'est bon? OK. Alors, comme vous le voyez ici, donc, ce groupe a été constitué en février 2020. Donc, une commission qui a réfléchi à cette question de l'engagement, à ces enjeux, qui avait pour but de clarifier un tout petit peu les définitions, les enjeux, etc. Donc, c'était un groupe constitué de 12 membres, de représentants de toutes les facultés de l'UNIL, plus un ou deux services, comme le service de la communication, par exemple. On a, malgré le confinement, réussi à faire un débat, une table ronde. On aurait voulu en faire plus. On a mené une enquête dans toute la communauté UNIL, des focus group. Et tout ça, toutes ces délibérations, toutes ces réflexions ont abouti à la publication d'un rapport en mai 2022, donc il y a 2 ans déjà. Et c'est ça que je vais vous présenter. Donc, je n'aurai pas le temps, évidemment, de tout couvrir, mais certains aspects qui me paraissent particulièrement importants vont être abordés là dans ma présentation. Donc, juste la structure du rapport. Donc, je précise que vous le trouvez à l'adresse qui est ici. Donc, quand les slides seront partagés, vous pourrez retrouver le rapport facilement sur Internet. Il est public en français et en anglais. Donc, le rapport est constitué de cette manière-là. Donc, il y a 3 grandes parties. Il y a une première partie avec un peu des définitions et des clarifications. Qu'est-ce que l'on entend par engagement, notamment par opposition à militantisme. On a choisi d'utiliser le terme engagement plutôt que militantisme pour des raisons bien précises que je vais exposer. Clarifier quelle est la place des universitaires dans le débat public et réfléchir à la notion de neutralité parce que c'est vraiment une notion qui est récurrente et qui revient sans arrêt, qui est centrale autour de ces débats. On a une deuxième partie plus empirique avec les résultats de l'enquête menée dans la communauté UNIL et des focus group qui ont également été faits à cette occasion. Et puis une troisième discussion, la plus longue, qui discute un petit peu tous les aspects et les enjeux liés justement à cet engagement, notamment autour de la question de la liberté académique, des bonnes pratiques lorsque l'on intervient dans la sphère publique en tant que chercheuse ou chercheur, mais aussi, à la fin du rapport, le point de vue plus institutionnel. Donc, il y a toute une partie centrée plus sur les individus, et puis une autre plus sur l'institution elle-même. Comment est-ce qu'elle doit appréhender ces questions-là? Comment est-ce qu'elle doit y réagir? Comment est-ce qu'elle doit les encadrer si nécessaire? Et j'aurai pas le temps de revenir là-dessus aujourd'hui, mais l'optique générale du rapport est quand même très favorable à un engagement dans le débat public des universitaires et au soutien de cet engagement par l'institution, donc par l'université en tant qu'institution scientifique. On propose un certain nombre de pistes d'action également. Donc, définition de l'engagement, allons-y tout de suite. On a pris une définition qui est la suivante, c'est que l'engagement correspond à une démarche, une prise de parole ou une action qui est à la fois, donc il y a 2 critères, qui est à la fois public et à contenu normatif. Donc public parce qu'on ne le fait pas seul dans son coin, ça se fait via des médias, via des plateformes, dans l'espace public. Et à contenu normatif, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est-à-dire que c'est une prise de parole, si on prend cet exemple-là, qui va au-delà de la simple description d'un résultat de recherche, mais qui se prononce sur cette base-là, sur ses conséquences sociétales, sur ce qu'il faudrait faire, moralement ou politiquement même, à ce sujet. Donc ça va un tout petit peu plus loin que la simple transmission de données, d'accord? Mais c'est donc une définition qui est un peu plus restrictive que la simple communication scientifique, mais qui est aussi un petit peu plus large que le militantisme. Le terme militantisme qui nous semble correspondre plus à une action collective, concertée, pour faire changer les politiques publiques ou les pratiques sociales, etc. Donc le militantisme est inclus dans notre définition de l'engagement, mais notre définition est plus large parce qu'elle prend, par exemple, alors vous avez des exemples, il y a plein de modalités d'action, un engagement, ça peut être des conférences et des débats publics, des interventions dans les médias, sur les réseaux sociaux, l'écriture de blogs, la participation à des manifestations, à des actions de désobéissance civile aussi, même participation aux activités de groupes d'intérêt et de partis politiques.
Mais prenons l'exemple d'une professeure de droit qui va 2 ou 3 fois par année à la radio s'exprimer sur un sujet. Eh bien, c'est de l'engagement, sans pour autant que cette personne s'identifie comme ayant une action militante au sens propre du terme. Donc, définition plus restrictive que la simple communication, mais un peu plus large que le militantisme. Alors, on est parti de cette idée que l'engagement fait réagir, hein, parce que c'est bien ça, pour ça que notre groupe a été constitué, c'est parce que il y a eu une recrudescence, notamment de réactions à des prises de position publiques de la part du personnel universitaire, on va dire, ou à des actions, notamment suite à l'année 2019, donc l'année des grèves pour le climat. Bon, ça s'est beaucoup tourné autour de la thématique climatique et environnementale, mais pas seulement. On a aussi réfléchi sur des questions liées à l'équité de genre ou par exemple aux questions de santé publique, vu qu'on était en pleine période de Covid. Donc, pourquoi est-ce que ça fait réagir? Eh bien, dans les études de cas qu'on a pu passer en revue, souvent en raison d'une utilisation perçue comme abusive de l'autorité offerte par le statut de chercheur ou de chercheuse, une séparation peu claire entre résultats scientifiques et opinion personnelle. Donc là, c'est juste, on vous décrit un petit peu les motifs de plainte qui ont été reçus par la direction, hein, via email, via lettre, via déclaration publique, etc. Donc on a voulu partir de ça pour ensuite construire notre réflexion. Parfois, des affirmations sont jugées contraires à un consensus scientifique, c'est des choses qui arrivent aussi, hein, donc ça fait beaucoup réagir, que ce soit dans le domaine de la santé, du climat, etc. Il y a la participation de membres de la communauté universitaire à des actions de désobéissance civile qui fait beaucoup réagir, ou parfois des critiques qui sont jugées par le public ou par les politiques, etc., comme inacceptables envers les autorités fédérales ou cantonales. Donc ces préoccupations, ces motifs de réaction, hein, qui ont motivé des gens à interpeller la direction, ont, si vous voulez, permis d'asseoir un petit peu notre réflexion. Mais avant de revenir sur ces aspects-là, il faut préciser une chose en ce qui concerne la place des universités et des universitaires dans le débat public, est que nous avons très clairement dans la loi sur l'Université de Lausanne, à son article 2, l'expression de ce qu'on appelle la troisième mission de l'université. Hein. Donc au-delà de la recherche et de l'enseignement, il y a vraiment cette mission de, alors là je cite l'article 2, favoriser le développement de la vie intellectuelle et la diffusion de la culture, et d'exercer une fonction de service en faveur de la collectivité et de stimuler le débat public. Donc il y a vraiment une mission de l'université et de ses membres, hein, de participer au débat public, d'y contribuer évidemment, de quelle manière, la question est là, mais il y a vraiment une base légale pour cela. On voit même dans la charte de l'université, qui possède un paragraphe entier sur l'engagement citoyen, que l'UNIL considère les savoirs comme un bien public, qu'elle entend les mettre à disposition de la société pour aborder dans toute leur complexité les grands enjeux de notre temps. Donc effectivement, là, on peut interpréter ça, je pense, de manière assez raisonnable, comme une invitation à prendre part au débat public, à prendre part à la discussion et à la construction notamment aussi des politiques publiques. Alors, juste 2-3 résultats sur la perception de l'engagement de notre communauté, puis ensuite je vais aborder les questions un tout petit peu plus définitionnelles. Donc, on a mené cette enquête en janvier-février 2021. On a envoyé un questionnaire à tous les chercheurs enseignants de l'université, donc 3500 personnes environ. On en a reçu un peu plus de 1000 complets, donc un taux de participation de 30%, ce qui est honorable. Et puis ce questionnaire avait une structure en 3 temps. La première était de mieux comprendre les pratiques et expériences de l'engagement à l'université. Le deuxième était de mieux comprendre la perception de l'engagement dans la communauté universitaire. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut en faire plus, est-ce qu'il faut en faire moins, etc. Quelles sont les difficultés que ça génère? Et puis la troisième partie du questionnaire, c'était bien de mieux comprendre le point de vue de l'institution, le point de vue des chercheurs sur ce que l'institution devrait faire au sujet de l'engagement. Alors, les résultats complets de cette enquête sont disponibles sur Internet en suivant l'adresse que j'avais donnée au début. Il y a aussi une synthèse relativement longue dans le rapport lui-même. Donc là, je vous donne juste 2-3 petits résultats au sujet de la perception de l'engagement dans la communauté universitaire. Je n'aurai pas le temps de faire plus. Donc, parmi toutes les personnes qui ont répondu, on leur a déjà demandé s'ils s'estimaient être eux-mêmes engagés ou non. Et puis, dans ce sens-là, vous êtes-vous engagé au sens de la définition ci-dessus au cours des 5 dernières années, donc la définition que j'ai donnée tout à l'heure.
eh bien 58 personnes répondent non et 42% répondent oui. Hein. Donc on a une petite majorité de personnes parmi les répondants qui ne s'estiment pas eux-mêmes engagés. On ne peut pas exclure que malgré cela, l'échantillon soit légèrement biaisé, vu que ce sont surtout les personnes qui se sentent concernées et intéressées par la thématique qui ont peut-être répondu à notre enquête. Donc peut-être que le 42% de oui est un petit peu surestimé par rapport à l'ensemble de la communauté, mais toujours est-il, dans l'échantillon, on a quand même une majorité de personnes qui ne s'estiment pas elles-mêmes engagées. Alors quand on pose la question de savoir si les chercheurs ne devraient pas s'engager du tout ou devraient s'engager moins qu'actuellement ou plus qu'actuellement, on a une très large majorité d'environ 70% qui estiment que les chercheurs devraient s'engager plutôt davantage qu'actuellement. Mais on a un petit 10% qui estiment que les chercheurs et chercheuses devraient s'engager moins. Et ce petit 10% de personnes un petit peu plus hésitantes par rapport à l'engagement, on le retrouve un petit peu dans toutes nos questions de manière assez cohérente à travers toute l'enquête. Hein. C'est un 10 à 20% de personnes qui sont un petit peu plus réticentes par rapport à ces questions d'engagement. Je vous le donne par exemple dans ces résultats-là. Quand on pose la question de savoir à quel point êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes, donc première affirmation, de manière générale, les chercheuses et les chercheurs sont libres de s'engager si elles le désirent. Donc, est-ce que nous avons la liberté en tant qu'universitaires de nous engager dans le débat public? On a une grande majorité, 80% des personnes qui répondent oui, mais on a quand même un petit 10% qui disent que plutôt pas d'accord, voire pas du tout d'accord avec cette affirmation. Mais la grande majorité, quand même, s'estime tout à fait d'accord avec le fait que les chercheurs et les chercheuses sont libres de s'engager. Quand on demande, par contre, si les chercheurs et les chercheuses ont le devoir de s'engager, alors là, les résultats sont un petit peu mieux partagés. On a environ 35% des personnes qui disent tout à fait d'accord ou plutôt d'accord avec le fait qu'il y a un devoir de s'engager. Et puis, on a par contre 35% environ qui estiment que non, elles ne sont plutôt pas d'accord ou pas du tout d'accord avec le fait qu'il y a un devoir de s'engager. Ces proportions changent un petit peu quand on demande s'il y a un devoir de s'engager spécifiquement dans son domaine d'expertise. Et là, les personnes qui sont d'accord avec cette affirmation constituent une majorité de 55%. Et puis, il y a la question de savoir si les chercheurs sont là pour... non, l'affirmation qui dit « les chercheurs sont là pour établir les faits et ne devraient pas s'engager sur des questions de valeur politique ou sociétale ». La plupart des gens sont en désaccord avec cette question-là. Donc, de nouveau, là, on a ce même phénomène, avec une majorité qui est plutôt favorable à l'engagement, mais on a aussi un petit 18% de personnes qui sont d'accord avec cette affirmation que les chercheurs et chercheuses devraient simplement s'en tenir à établir les faits et ne pas s'engager sur des questions de valeur politique ou sociétale. Alors, je vais avancer un petit peu parce que tout ça nous mène à la notion de neutralité, qui est centrale dans ces questions-là. Donc la notion de neutralité, déjà il faut la définir, et elle est souvent mal comprise. Alors dans la littérature en philosophie politique, elle est souvent associée à une science sans valeur, qui serait isolée des influences sociales, économiques, politiques, sociétales, pour éviter les biais, pour établir une recherche la plus objective possible. Le problème avec cette conception-là est que, en fait, non seulement c'est un idéal qui est inatteignable, la science est imbriquée dans la société, les choix des sujets de recherche sont influencés par l'existence de financement, par la politique, par les tendances sociétales du moment, par les valeurs personnelles des chercheurs et des chercheuses, qu'ils soient engagés ou non. Tous les chercheurs et les chercheuses ont des convictions personnelles, des valeurs personnelles. Donc une science sans valeur à ce titre-là, dans ce sens-là, n'est pas atteignable selon certains philosophes des sciences. Je n'ai peut-être pas le temps de développer ici, mais ce n'est même pas désirable. On a besoin d'un certain nombre de valeurs, et pas seulement de valeurs épistémiques propres à la démarche scientifique, mais aussi de valeurs sociales et morales dans le processus scientifique, pour peu que ces valeurs soient encadrées et limitées à une partie bien précise du processus. Je pourrais élaborer ça plus tard si nécessaire. Donc, comme cette notion de neutralité est souvent mal comprise et à l'origine de malentendus, on a préféré dans le rapport se dire que ce n'était peut-être pas la meilleure manière d'aborder ces questions-là, et on a préféré mettre en avant les notions de recherche de l'objectivité ou de la fiabilité des connaissances produites, parce que malgré le fait que la science n'est pas neutre au sens de dépourvue de valeur, elle possède des méthodes
des méthodologies de récolte et de traitement des données, elle possède des procédures, comme par exemple le peer review, le contrôle par les pairs, etc., qui permettent d'assurer une objectivité ou en tout cas une fiabilité la plus élevée possible aux connaissances qui sont produites. Et c'est ça qui compte, finalement. Et il y a aussi des notions de déontologie scientifique, c'est-à-dire qu'il y a des devoirs, des devoirs éthiques et moraux liés au métier de la recherche, comme la transparence sur la démarche, sur les résultats, une certaine forme d'honnêteté intellectuelle, de reconnaissance des contributions des autres, de citer ses références, etc., etc. Et puis, l'idée d'une certaine transparence sur les valeurs. Longtemps, la science ou les scientifiques ont eu ce réflexe d'essayer de cacher leurs valeurs pour donner une impression de neutralité et d'objectivité. Les publications les plus récentes en sociologie des sciences montrent plutôt qu'il y a un intérêt à être transparent sur nos valeurs, tout en expliquant la démarche scientifique, et ce qui permet de, malgré tout, produire des connaissances qui sont fiables et les plus objectives possibles. Donc cette notion de neutralité ne nous semblait pas très utile en tant que telle. Par contre, forcément, appuyer sur la déontologie scientifique, les devoirs que l'on a toutes et tous en tant que chercheurs et chercheuses, et sur les méthodes propres à la science, et propres à chaque discipline en fait, pour atteindre des connaissances fiables. Autre grand concept, et là je fais un grand saut dans le rapport parce que le temps passe, autre grand concept central de notre rapport, c'est la liberté académique. La liberté académique, donc c'est le bas de ma slide pour ceux et ceux qui la voient, désolé pour les personnes en ligne, mais se compose en général en trois parties, en trois dimensions. Donc il y a la liberté de la recherche, la liberté de choisir ses sujets de recherche et les méthodologies pour répondre aux questions qu'on se pose. Il y a la liberté d'enseignement, donc au sein d'un plan d'études donné, la liberté de choisir la matière enseignée et comment on l'enseigne. Et, très important, troisième dimension, la liberté d'expression académique. La liberté d'expression académique, donc, c'est la liberté de s'exprimer publiquement de transmettre déjà les résultats de nos recherches, mais aussi de s'exprimer publiquement sur les conséquences sociétales possibles de nos résultats de recherche, de nos recherches, etc. Donc, cette liberté académique protège les universitaires contre la censure, qu'elle soit d'ordre politique, gouvernemental, administrative et autres, et contre les interférences dans leur prise de parole publique, y compris donc institutionnelles ou politiques, mais peuvent être aussi idéologiques. Donc on doit pouvoir, en tant qu'académique, s'exprimer sur les conséquences de nos recherches, bien qu'on ait un certain nombre de devoirs, ça je vais y revenir dans une minute. Alors ce qui est important, c'est de distinguer cette liberté académique de la liberté d'expression générale. La liberté d'expression générale est une liberté qui s'applique à tous les citoyens et à toutes les citoyennes. On a cette liberté dans un pays démocratique, et c'est une liberté qui ne comprend que très peu de limites. Il y a des limites légales, comme les atteintes à la réputation, les discours de haine, les appels à la violence, etc. Mais mis à part ça, on peut aller à la radio en tant que simple citoyen et dire que la Terre est plate, ça ne pose aucun problème, ou en tout cas aucun problème légal, on va dire. Problèmes moraux, peut-être, mais aucun problème légal. Ici, à Fréquence Banane, on ne soutient pas ça. Par contre, la liberté académique est une liberté, non pas générale, mais spéciale, parce qu'elle s'adresse à un sous-groupe de la population, les chercheurs et les chercheuses, toute la communauté universitaire, en quelque sorte. Elle s'accompagne des mêmes limites légales que la liberté d'expression, mais de devoirs déontologiques liés au métier de la recherche, à savoir les devoirs le respect de l'intégrité scientifique, d'une part, donc ne pas falsifier des données, ne pas déformer sciemment les résultats de la science ou la littérature scientifique, etc. Et puis de ce que l'on appelait l'éthique de la vie académique, que j'ai déjà mentionné un peu tout à l'heure, le devoir d'honnêteté intellectuelle, etc., etc. Donc, sous le régime de la liberté académique, évidemment, ça devient très problématique de dire que la Terre est plate ou de prendre le contre-pied sciemment d'un consensus scientifique très bien établi. D'accord ? Donc la liberté académique offre une grande latitude aux universitaires pour s'exprimer sur la place publique, participer au débat public, même sur les conséquences sociétales, politiques de la recherche, voire de leur recherche ou de la science en général, mais dans les frontières des devoirs déontologiques, donc de l'intégrité scientifique, qui accompagnent les métiers de la recherche. Donc ça a une conséquence assez claire, c'est que les chercheurs et les chercheuses, étant eux-mêmes des fonctionnaires, donc des employés de l'État, ont un devoir de réserve plus faible que la plupart des autres fonctionnaires.
Alors, qu'est-ce qu'on entend par devoir de réserve? C'est ce devoir de s'abstenir de tout acte ou parole publique qui pourrait nuire à l'État, à savoir à notre employeur, nuire à sa réputation, à son fonctionnement, etc. Les universitaires, grâce à leur liberté académique, en tout cas dans le cadre de leur domaine de compétences, ont un devoir de réserve beaucoup plus limité, et ils ont d'ailleurs, cela inclut la liberté de critiquer leur propre institution, de critiquer les politiques de l'État qui les emploie, etc. Et ça, c'est un droit qui a été confirmé par les plus hautes juridictions, notamment dans plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment inscrit dans le droit international. Autre cas particulier, la désobéissance civile. La désobéissance civile fait couler beaucoup d'encre. C'est une modalité d'action qui, par définition, implique d'enfreindre d'enfreindre une loi, ou en tout cas de commettre un acte qui, a priori, peut être jugé illicite. Alors, on rappelle simplement dans le rapport qu'il y a toute une littérature en philosophie politique et en sciences politiques qui considère la désobéissance civile comme un moyen d'expression démocratique légitime à certaines conditions strictes sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre, mais comme la non-violence, la publicité, le fait que ce soit peut-être les motifs soient fondés sur des questions de justice, de droits fondamentaux, ça varie un petit peu en fonction des auteurs, mais qu'il y a une partie de la littérature qui la considère comme un moyen d'expression démocratique légitime dans certaines circonstances, mais que c'est une question qui n'est pas encore complètement résolue dans le droit suisse. Alors la position prise dans le rapport, c'est simplement que l'université devrait s'abstenir de prendre position vraiment sur la désobéissance civile parce que ce n'est pas de son ressort. C'est du ressort du système législatif de décider si ces actions, et certainement que c'est un jugement qui doit être fait au cas par cas, sont légitimes ou ne le sont pas. Et ce n'est pas à l'université de se substituer au système législatif. Et donc, elle devrait adopter en quelque sorte une posture agnostique à cet égard-là. Alors, pour terminer, quelle est notre recommandation vis-à-vis des individus quant à ces questions d'engagement? La recommandation principale du rapport est une exigence de clarté et de transparence. Pourquoi? Eh bien, vous vous souvenez cette distinction entre liberté d'expression générale que possèdent tous les citoyens, la distinction et la liberté académique dont jouissent les chercheurs et les chercheuses. Eh bien, les universitaires ont les deux statuts. Donc, quand l'on s'exprime sur la place publique, est-ce que l'on se prévaut de notre liberté d'expression de simple citoyen, simple citoyenne, ou de notre statut de chercheur, chercheuse, spécialiste d'un domaine sous le coup de la liberté académique? Eh bien, la question se pose et il y a une nécessité de transparence. Une transparence, premièrement, quant au rôle en dossier. Est-ce que je prends la parole en tant qu'expert à qui l'on a posé une question et qui tente de répondre à cette question sur la base de la littérature scientifique existante, ou est-ce que je suis là en tant que chercheur ou chercheuse qui se pose ses propres questions de recherche et avec ses propres méthodologies pour y répondre, ou en tant que simple citoyen et citoyenne qui vient là, à son propre compte, faire part de ses vues sur une question. Clarté et transparence aussi quant au domaine de spécialisation, et c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. Le domaine de spécialisation peut être plus large que le simple noyau dur des recherches que l'on effectue. Un climatologue spécialiste des sciences de l'atmosphère peut, dans certaines circonstances, être amené à s'exprimer aussi sur des questions de politique climatique, même s'il n'est pas ou elle n'est pas politologue, n'est-ce pas? Donc, le domaine de spécialisation, il faut voir quelque chose comme des cercles concentriques. On est extrêmement spécialisé sur le domaine de recherche, mais on connaît très bien d'autres questions connexes qui sont liées à notre domaine de recherche. Et puis finalement, on a aussi tous une formation scientifique qui nous permet de comprendre un certain nombre d'enjeux. Donc là, c'est à chacun, à chacune de bien évaluer pour soi-même jusqu'où va notre domaine de spécialisation. Il n'y a pas de réponse unique, il y a toute une zone grise là, et puis d'y répondre de la meilleure manière et de peut-être simplement préciser, là, je sors un tout petit peu de mon domaine de recherche, mais je connais le sujet, je peux vous le dire à la lumière de ce que je connais, etc., etc. Un petit disclaimer, comme ça, est toujours utile. Et puis pour finir, clarté et transparence quant à la nature des propos tenus. Est-ce que je suis en train de vous faire part de faits scientifiques, d'un consensus scientifique extrêmement bien établi, ou à l'autre bout du spectre de mes opinions personnelles, ou quelque part entre deux, une forme d'opinion experte à la lumière de mes connaissances
de jugement d'une situation ou d'une question pour laquelle, des fois, la littérature scientifique n'est pas complètement concluante et n'a pas de réponse tout à fait en termes noir ou blanc. Alors, c'est parfois difficile de séparer complètement ces deux rôles, mais ces différents rôles, mais c'est un idéal, je pense, de transparence auquel on doit tendre. Enfin, je mentionnerai juste, et puis je m'arrêterai là, les risques de perte de crédibilité. C'est un argument qui revient très souvent. Est-ce qu'à force de s'engager beaucoup, finalement, il n'y a pas une forme de perte de crédibilité de la communauté scientifique, voire des chercheurs eux-mêmes? Il y a une petite littérature émergente à ce sujet-là qui empiriquement semble montrer qu'il n'y a pas de gros risque de perte de crédibilité parmi le large public dans certaines circonstances, quand on prend position par exemple sur des options politiques précises, que ce soit la décroissance ou le nucléaire, ou peu importe, ces questions qui font la controverse finalement dans le cas, si je prends des exemples de politique climatique. Par contre, il est sûr qu'il y a des phénomènes d'instrumentalisation dans l'arène politique, puisque quand une prise de position qui déplaît est exprimée en public, il y a toujours le camp adverse qui va tenter d'instrumentaliser ça et de décrédibiliser la personne qui parle. Donc c'est des choses également dont on doit tenir compte. Voilà, je vais m'arrêter là et puis j'espère qu'on aura sur cette base-là une discussion fructueuse. Merci. Merci beaucoup, Augustin, pour cette présentation qui, je pense, met bien la table pour la discussion qu'on va avoir par la suite. Je me permets simplement de préciser que Climact étant un centre dédié aux recherches sur la mitigation et l'adaptation au changement climatique, on va recentrer un petit peu le débat sur cette question particulière, donc de l'engagement public des chercheurs dans cette thématique un peu plus particulière, la durabilité aussi au sens un peu plus large. Je rappelle quand même le titre du séminaire, en relation entre science et engagement climatique, une coexistence est-elle possible en fait? Est-ce que elle peut exister? Et puis pour la forme aussi, puisque Augustin a fait une présentation qui a quand même duré 25 minutes, je vais représenter un petit peu les gens qui participent avec nous à la discussion pour être sûr qu'on ait tout le monde en tête. Alors, on fait en présence de Valérie Dacremont, qui est médecin, professeur et spécialiste en infectiologie et médecine tropicale, responsable du secteur santé globale et environnementale à Unisanté. Elle s'est entre autres engagée auprès de Greenpeace, du regroupement Engagé pour la santé, et elle était l'une des têtes d'affiche de la Marche bleue, qui était un mouvement citoyen. Il y a également Ana Carla Almeida, qui est doctorante à l'EPFL, ainsi que Anna Gran, qui est membre de Fréquence Banane, toutes deux très intéressées à la thématique et ouvertes à participer à la discussion aujourd'hui. Alors, par rapport à la présentation d'Augustin, j'ai envie de ouvrir simplement la parole à tous présents. Quelles sont vos réactions, votre première réaction, peut-être quelque chose que vous avez principalement retenu et qui vous fait vous questionner dans ce qu'a présenté Augustin. Pendant ce temps, je vais voir les questions dans le chat et peut-être qu'on pourra orienter la discussion en fonction de ça. Je vois que Ella, il y a une intervention. Oui. Merci beaucoup déjà de cette présentation, Augustin. C'est clair que ça clarifie un peu cette idée de nous qu'on a en tant qu'étudiants. En fait, c'est ça aussi, je suis avec Fréquence Banane, je représente aussi les étudiants qui sont ici. Ce qui m'a frappé, c'était cette idée de liberté académique et de liberté citoyenne, en fait, de différencier les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence? Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine, peut-être une responsabilité qui vient avec le fait d'être chercheur citoyen, ou bien parce que la liberté de s'exprimer, est-ce qu'elle s'applique pas à tous de la même manière? Alors, si je réponds rapidement avant que les autres personnes prennent la parole, oui, je pense qu'il y a une différence, c'est-à-dire que quand on s'exprime sous le régime de la liberté académique, donc en nos titres et fonctions de chercheurs et chercheuses, il y a ce devoir de s'exprimer sur la base de la littérature académique existante et sur la base de ce que la science nous apprend d'une problématique. Alors que la liberté d'expression générale est beaucoup plus générale que ça. Évidemment, la liberté d'expression générale, tout le monde en bénéficie. Mais d'où cette exigence de clarification? Est-ce que je parle en tant que spécialiste d'un domaine, chercheur spécialiste d'un domaine, ou est-ce que je suis là en tant que simple citoyen? Comme je l'ai dit, évidemment, c'est parfois dur de démêler les deux, parce que c'est deux identités d'une même personne. Mais disons que c'est peut-être un idéal vers lequel on devrait tendre. Donc, liberté avec responsabilité, si je Oui, exactement. Bien.
Valérie ou Anna, avez-vous quelque chose qui vous a marqué dans la présentation d'Augustin que vous aimeriez faire valoir? Eh bien, tout d'abord, je suis contente et je me suis redit ça récemment d'être à l'Université de Lausanne en particulier, parce que sincèrement, ce travail qui a été fait, c'est grâce au fait que c'est une université où les étudiants, les enseignants sont particulièrement engagés. Ils pourraient l'être encore plus, bien sûr, mais déjà, on l'a vu encore récemment, une université particulièrement engagée. Donc, je suis vraiment heureuse d'être dans cette université pour ça, et aussi très heureuse d'avoir vu la réaction du rectorat, d'avoir vu cette ouverture d'esprit qui a amené à faire ce rapport, qui est franchement une avancée énorme, qui est pris comme exemple dans des universités, par exemple en France, avec lesquelles je collabore, et qui montre que l'Université de Lausanne a été pionnière. Donc, je suis d'autant plus heureuse d'être à l'Université de Lausanne pour ça. Merci. Donc, l'Université de Lausanne, précurseur en la matière. Tout à fait. Anna? Oui, pour moi, c'était une intervention très, très intéressante parce que quand on prend les mots liberté, on prend aussi un peu la mot peur, que c'est le contraire. Et du coup, quand on pense à la question de la liberté d'expression, la liberté par rapport à notre recherche académique, parfois aussi, on a la peur d'y dépasser la barrière de certains arguments. Et ça, je pense que c'est une chose très délicate, mais qu'avec ta présentation, je peux éclaircir un peu la question et surtout repenser à le rôle de chercheur par rapport à cette question-là. Parce que en tant qu'étudiante, parfois on a peur de dire quelque chose, de prendre une position par rapport à notre recherche, par rapport au résultat aussi des projets, au résultat des recherches qu'on a. Et savoir bien qu'est-ce que c'est le significat de l'engagement, c'est aussi fondamental pour comprendre quelle est notre place et comment on peut agir aussi pour mener ce débat. Je vais prendre la balle au rebond pour proposer aux chercheurs doctorants, post-doctorants par exemple, ou même chercheurs seniors qui nous écoutent en ce moment et qui sont sur le webinaire, si vous voulez écrire les obstacles qui vous empêchent de vous impliquer, de prendre parole dans l'espace public par exemple, vous gênez pas pour écrire dans le webinaire, ça me ferait plaisir de lire vos réponses et d'y revenir plus tard dans la discussion. Je reviendrai aussi du même coup sur ce qu'a mentionné Valérie, parce que je trouvais ça très intéressant quand Augustin a mentionné. Comment contrer les réactions, moi je me demandais comment contrer les réactions négatives face à l'engagement public. On a parlé d'abus d'autorité, du rôle que l'on se donne, on a parlé de potentiel mixte entre valeurs et données, résultats. Et donc en réponse à ça, le rapport que vous avez soumis parle de clarté et transparence. Mais pour moi, ça reste assez vague. Comment peut-on aller plus concrètement dans des recommandations? Comment on peut être plus clair, plus transparent? Comment peut-on accompagner les chercheurs, justement, aller plus avant, devenir encore plus précurseurs, comme l'université, par exemple, et accompagner dans cette clarté, cette transparence? Est-ce qu'on peut aller plus loin dans le concret? Augustin. Je réponds, écoutez, dans le concret, alors nous, on a toute une série de recommandations à l'usage de la direction, dans laquelle je n'ai pas eu le temps de venir, qui sont à la fin du rapport, je n'ai pas eu le temps d'en parler. Mais très concrètement, nous, on propose un certain nombre de mettre en place des formations. On a déjà des formations qui existent à la communication scientifique, mais comme on l'a vu, l'engagement est d'une nature un tout petit peu différente et va un petit peu plus loin que la simple communication. Donc, simplement des formations sur effectivement comment prendre la parole publique ou faire ce que les Anglais, enfin en anglais on appellerait du advocacy, donc essayer d'être en relation avec le politique, de conseiller le politique, etc. Ou des groupes, des milieux associatifs ou voire militants, etc. Mais de le faire de la meilleure façon possible, de la façon la plus efficace possible ou de la façon la plus en ligne avec les bonnes pratiques justement qui permettent cette clarté, cette transparence. Donc là, des formations, c'est un élément de réponse. Ce que l'on propose aussi à la direction et qu'elle a fait, c'était de prendre elle-même position très clairement vis-à-vis de ces questions d'engagement. Parce qu'on a vu dans notre enquête
qu'une grande proportion donc, des personnes qui ont répondu à l'enquête, plus de 50%, ne connaissaient pas la position de la direction vis-à-vis de ces questions-là. Est-ce que c'était OK ou pas de s'engager dans le débat public, et que du coup, ça crée une incertitude qui, pour certains, était un frein à leur propre engagement. Donc la direction a transmis notre rapport à toute la communauté en disant, ben voilà, on soutient les conclusions de ce rapport, etc. Donc c'est une forme de prise de position. Et puis, pourquoi pas, on pourrait aller plus loin avec l'aménagement de certains cahiers des charges pour celles et ceux qui le désirent, évidemment, avec un petit pourcentage dédié aux questions de relations à la société, d'engagement au sens large, etc. C'est quelque chose qui serait éventuellement possible aussi. Très bien. Et puis, pour ce qui est de ce que vous venez de mentionner, moi, j'ai une question dans le chat qui s'applique bien à ça, c'est-à-dire un peu le rôle que peut prendre l'université. On a mentionné des choses très concrètes ici. J'ai aussi une question dans le chat. Comme vous l'avez mentionné, l'engagement peut choquer. On a vu des exemples dans le cas des prises de position pour une transition rapide et juste vers une société durable et inclusive, mais aussi envers les académiques qui pourraient nier le changement climatique. Existe-t-il un organe universitaire capable et responsable d'analyser les prises de position et accompagner, voire sanctionner les abus? Là, ça peut être aussi une question que l'on pose à tout le monde ici. Est-ce qu'il devrait y avoir un tel organe universitaire qui pourrait faire un tel suivi? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Alors, je peux donner un élément de réponse. Actuellement, il n'y a pas d'organe universitaire qui fait ça. Notre rapport, le but, c'était de poser un certain nombre de définitions et justement de clarifications pour aider la direction elle-même à réfléchir un petit peu à ces questions-là. En termes de réaction, parce que la direction se fait fréquemment interpeller, comment pouvez-vous laisser vos chercheurs dire ça, virez-moi cette personne, faites telle autre, etc. Donc assez régulièrement. Et on propose 3 modalités de réaction à ces interpellations. Une première, qui est la modalité par défaut et qui doit avoir lieu le plus souvent possible, c'est de soutenir la liberté d'expression académique, en l'occurrence de la personne qui parle. Donc le soutien est la réaction par défaut. Ensuite, pour des prises de position plus controversées, voire peut-être effectivement un peu en contradictoire avec un consensus scientifique, c'est une réaction, ça peut être une réaction de distanciation en disant, bon, bah, cette personne a sa liberté d'expression, mais ça ne représente pas ni la position de l'institution, ni celle même du consensus établi. Mais ça doit rester exceptionnel parce que la vocation d'une université n'est pas de prendre position dans les controverses scientifiques, mais bien d'assurer la qualité du débat, les conditions cadres du débat. Et puis, troisième type de réaction, alors là, c'est vraiment dans des cas rarissimes, vraiment de fraude ou de violation de l'intégrité, des questions d'intégrité scientifique. Là, il peut y avoir effectivement des mesures administratives qui seraient prises. Mais voilà, il n'y a pas d'organe aujourd'hui spécifique qui s'occupe de ce genre de choses. La commission d'éthique de la recherche, par exemple, ne s'occupe que des dispositions éthiques liées au projet de recherche eux-mêmes. Actuellement, en tout cas, c'est le cas. Est-ce que ça serait souhaitable, par exemple, d'avoir un tel organe? Si actuellement, elle n'existe pas, un tel organe n'existe pas, est-ce que ce serait souhaitable de l'avoir selon vous? Alors moi, je pense, disons, basé sur mon expérience dans le Covid, où lors d'une crise, toutes ces problématiques sont exacerbées, je pense que de simplement punir ou qu'une université dise, voilà, c'est interdit d'avoir une opinion sur un consensus scientifique, je pense que c'est pas très productif. Je pense que l'université a tout intérêt alors de mettre un débat sur la table pour que les arguments de cette personne puissent être entendus et contrés par des personnes qui ont des données scientifiques solides, parce que je pense que ce sera beaucoup plus efficace auprès du grand public, qui sinon va aller à nouveau, ah bah vous voyez, on nous interdit de réfléchir autrement, et pendant le Covid, on l'a vu très fortement. Si ça devenait interdit d'être anti-vax, ça ne fait que augmenter encore le nombre de personnes anti-vax, tandis qu'au contraire d'avoir un débat pour que les gens puissent entendre en quoi le vaccin était bénéfique et en quoi il avait aussi ses limites, ça permettait aux gens après de se faire une opinion beaucoup plus claire et espérons plus scientifique. Oui, merci. Anna, vous vouliez réagir là-dessus? Oui, tout à fait. Je suis en ligne avec ce que tu disais, Valérie, surtout parce que je pense que la question de la transparence, ça amène aussi une question de communication.
Et du coup, si on a dans les lieux scientifiques de certaines opinions divergentes, il faut surtout d'abord communiquer, mais mettre à débattre et pas réprimer. Comme ça, on peut vraiment donner cette liberté académique et liberté aussi personnelle au milieu de l'académie et vraiment discuter et comprendre comment on peut regrouper, comment on peut mettre en valeur les différentes opinions à l'intérieur de l'académie, qu'est opinion scientifique, ou même pour essayer de comprendre aussi les opinions personnelles, dans la mesure de la transparence, bien sûr. Mais d'après ce qu'on comprend, il faut donc un débat, il faut plus de gens qui ouvrent la table pour vraiment présenter toutes les options, il faut une université qui s'inscrit aussi dans le débat comme l'a présenté Augustin. Malgré ça, on a quand même la statistique qu'il a présentée de 58% qui ne s'estiment pas engagés. Pour avoir plus d'opinions à mettre sur la table, plus d'informations, des gens qui peut-être ont plus confiance en les chercheurs parce que justement les chercheurs osent s'exprimer. Est-ce que c'est donc souhaitable d'avoir plus de gens impliqués finalement, plus de chercheurs, chercheuses actifs à tout niveau au niveau de l'engagement public? Est-ce qu'on pourrait souhaiter ça? Valérie. Moi, je pense qu'il faut laisser faire les gens ce qui leur parle, ce qu'ils ont envie, forcer quelqu'un à s'engager s'il n'a pas envie. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire engagement? On peut le faire de tellement de manières différentes. On peut être sur son temps libre dans une association qui défend certaines valeurs, qui met sur pied des projets citoyens, par exemple. C'est aussi une autre forme d'engagement. Donc, je pense que prescrire un engagement n'a aucun sens. Il faut que ce soit sincère et sous la forme qui parle le plus aux gens. Et c'est pas forcément de parler dans les médias, c'est pas forcément de participer à des manifestations, ça peut être sous d'autres formes. C'est vrai que les personnes souvent engagées dans le débat public sont aussi souvent celles qui sont dans des associations et préparent les projets et des initiatives citoyennes du futur. Donc, ça va plutôt souvent ensemble, c'est vrai. Anna, vous voulez réagir? Oui, parce que je pense qu'on parle aussi de la question entre la liberté et la peur. Il y a aussi un peu la peur de s'engager sur certains débats. Et du coup, j'avais lu aussi dans les rapports que les rapports révélaient que les assistants doctorants sont les plus préoccupés que les chercheurs seniors par les conséquences négatives que l'engagement pourrait avoir sur leur carrière. Et du coup, ça m'intéressait beaucoup parce que effectivement, on ne peut pas forcer les gens à participer, mais je suis certaine que certaines personnes voudraient participer, mais elles ont peur de l'engagement et de la disait qu'elles vont écouter peut-être de son supérieur ou qu'ils vont sentir qu'elles ne sont pas accomplies par rapport à les cadres de l'école. Surtout dans les questions, par exemple, si on prend le rapport de l'IPCC par rapport à la crise climatique et qu'on est dans un état, qu'on comprend que c'est un état d'urgence, comment on peut se positionner par rapport à ces moments de crise, si on prend cette mot au cœur, si peut-être parfois on a peur d'avoir cette liberté d'expression et être censé de parler certaines choses. Est-ce que vous pouvez peut-être me répondre? Oui, alors bon, déjà, je partage tout à fait votre avis là-dessus. Hein, donc, c'est OK aussi de ne pas s'engager. Donc, ça doit être quelque chose qui doit rester une liberté qui peut devenir, dans certaines circonstances, une certaine forme de devoir, je pense. Typiquement, je pense que les chercheurs et chercheuses qui travaillent sur des questions qui ont des conséquences sociétales importantes ont une certaine forme de devoir de lanceur d'alerte quand c'est nécessaire, mais ce n'est pas un devoir général de s'engager pour tout le monde, très clairement. En ce qui concerne les jeunes et les chercheurs qui sont effectivement en début de carrière, on a remarqué, c'est juste dans notre enquête, qu'ils avaient un peu plus de crainte vis-à-vis des conséquences qu'un engagement pourrait avoir sur leur carrière, ce qui est bien naturel vu qu'ils n'ont pas encore, il y a une précarité qui va avec ce genre de statut, hein, donc on le sait bien, parce que c'est un problème d'ailleurs dans le domaine académique. On a aussi une incertitude peut-être plus forte vis-à-vis de les attentes de notre hiérarchie ou de nos collègues, etc. Donc, dans les pratiques reportées dans notre enquête, effectivement, les personnes qui s'engagent le plus, mais les différences ne sont pas énormes. Hein. C'est quand même des personnes qui ont un poste stable, en général de professeur, plutôt en deuxième partie de carrière à l'université. Hein. Donc, c'est ça qu'on observe.
les jeunes, il y a énormément d'énergie et de dynamisme, mais aussi plus d'incertitude. Et comment les rassurer? Je pense que, effectivement, le fait que l'université, la direction de l'université dise très clairement que c'est OK de s'engager si on le fait de manière conforme aux bonnes pratiques, eh bien, c'est déjà un gros plus à ce niveau-là. Et puis, peut-être aménager un certain nombre de structures pour ça. Une personne ressource, d'ailleurs, maintenant, il y a une sorte de guichet qui a été créé à l'UNIL pour les personnes qui se trouvent en difficulté, de toutes sortes, mais notamment des difficultés, par exemple, d'attaque sur les réseaux sociaux suite soit au fait d'avoir exposé ces résultats de recherche ou pris des positions qui déplaisent, qu'il y ait des personnes ressources pour ça, est quelque chose d'extrêmement important, en particulier pour les personnes en début de carrière. On a justement une question dans le chat qui se rapporte à ça, qui s'applique aux chercheurs en début de carrière. À partir de quel niveau académique peut-on jouir de la liberté académique? Doit-on être professeur? Est-ce que déjà au doctorat et au post-doctorat, on a accès à cette liberté académique, on y a droit? C'est une très bonne question et les textes et les sources ne sont pas tous exactement alignés sur cette question-là. On a par exemple dans un rapport du rapporteur spécial de l'ONU pour la liberté d'expression qui a fait un rapport sur les questions de liberté académique notamment et qui inclut dans la liberté académique l'ensemble de la communauté universitaire en passant donc des professeurs aux étudiants en passant par le personnel administratif et technique. D'autres textes sont plus restrictifs et limite cette liberté académique aux personnes qui ont un statut de chercheur ou de chercheuse, ou disons qui ont une expertise dans un domaine particulier. Parce que c'est bien ça, la liberté académique, c'est de pouvoir faire bénéficier librement à la société de notre expertise, y compris en termes de critique des politiques existantes ou du statu quo, ou le fait de lancer l'alerte sur une problématique qu'on a découverte, un problème qu'on a découvert, etc. Donc, dans ce cadre-là, je dirais que dès qu'on a un statut de chercheur ou de chercheuse, donc à partir probablement du statut de doctorant, on tombe sous le coup de la liberté académique. Mais il y a des petites définitions un petit peu parfois qui divergent. Il y a Valérie qui veut réagir. Oui, je pense que c'est très important ici qu'il y ait une vraie solidarité intergénérationnelle. Je pense que quand on a la chance d'avoir un statut, une fonction qui nous protège un peu et qui nous permet justement de pouvoir s'exprimer librement, qu'on protège aussi nos jeunes quand ils veulent s'exprimer, qu'on en discute avec eux, qu'on regarde avec eux qu'est-ce qu'ils peuvent dire, s'ils sont au clair, les soutenir s'ils doivent intervenir dans les médias. Et puis ensuite, après, s'ils ont peur d'être menacés, par exemple dans notre domaine, est-ce que les médecins qui ont fait des manifestations pour le climat risqueraient, par exemple, de pas trouver de travail après? Je pense que c'est important que nous soyons là pour dire, écoutez, si ça vous arrive, on sera là pour vous soutenir, on sera solidaires et on essaiera de discuter avec vos futurs employeurs ou employeuses que d'avoir fait lanceur d'alerte, surtout dans notre domaine où ça pourrait presque être une non-assistance à personne en danger que de se taire en tant que médecin par rapport aux risques climatiques, et bien qu'on est là pour être solidaire avec vous. Si, Anna, est-ce que j'ai vu l'oublier? Non, c'est tout bon, parfait. On a une question dans le chat aussi qui s'applique un peu à ce qu'on vient de discuter. Personne demande, est-ce que la réduction du devoir de réserve s'applique aux individus ou bien aussi à l'institution même, sa direction, sa gouvernance? Donc, la réduction du devoir de réserve, est-ce qu'elle s'applique aux individus et à l'institution? C'est une bonne question et n'étant pas juriste, je ne suis pas sûr. J'arrive en dehors de mon domaine d'expertise. On va appliquer tout de suite les bons principes. Nos auditeurs, auditrices, ce terme. C'est une bonne question. La personne qui a écrit peut tout à fait aller dans le chat à nouveau, écrire peut-être 2-3 spécifications et comme ça on pourra revenir sur la question. N'hésitez pas. Je peux quand même élaborer un tout petit peu, même si je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Je pense que le fait d'avoir pour, par exemple, le recteur ou les vice-recteurs et rectrices ou un directeur ou une directrice d'institut, il y a une fonction de représentation de l'institution qui fait que la liberté de parole est probablement beaucoup plus réduite que lorsqu'on s'exprime à titre personnel en tant que chercheur ou chercheuse. Pourquoi? Bien parce que quand on a une fonction représentative, on parle au nom de l'institution. Et que si on voulait parler en son nom propre, là, il faudrait vraiment très clairement le signifier en disant, là, je parle pas, j'enlève ma casquette de vice-recteur ou de directrice d'institut et je parle en tant que chercheuse sur mes domaines de recherche. Et là, on est plutôt sous le régime de cette liberté d'expression académique que possèdent aussi les autres, évidemment, mais comme ils ont une fonction de représentation, eh bien,
voilà, ils peuvent moins parler en leur nom et leur parole est beaucoup plus facilement associée à la position de l'institution. Donc, ça rend les choses un petit peu plus délicates. Ouais. Un équilibre pas nécessairement facile à atteindre, ça c'est certain, d'autant plus qu'on porte plusieurs casquettes, comme vous l'avez mentionné. On a aussi une autre question de Mohamed Srir qui nous écrit « Dans le domaine de la transition, l'engagement pour une durabilité faible ou forte peut créer des tensions dans le débat public et ou scientifique. Comment peut-on avancer sur cette question sans créer un climat de confrontation, de rejet vis-à-vis de l'avis contraire? Comment on fait pour avancer à ce niveau-là, sans essayer de ne pas confronter, tout en faisant valoir son point de vue, en ayant un débat équilibré? C'est pas toujours facile à atteindre. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, je pense qu'il y a quelque chose d'important dans ce risque de polarisation auquel on fait face maintenant, c'est de valoriser la parole et l'intelligence des citoyens et des citoyennes. C'est-à-dire que l'université sorte de sa tour d'ivoire, qu'elle aille vraiment à la rencontre des citoyens et des citoyennes parce qu'ils ont des choses à dire, ils ont leurs propres observations qui sont des fois tout à fait pertinentes de ce qui se passe dans la réalité. Ils sont parfaitement conscients, par exemple, du problème climatique. Et donc, je pense que valoriser, les faire participer au débat peut vraiment aider à éviter cette polarisation et plutôt amener les gens dans des directions qui seraient basées plus sur les faits scientifiques, sur la réalité de ce qui se passe. D'autres réactions? Non, oui, tout à fait, parce que par rapport à la question de la communication scientifique, quand on doit parler les choses de l'académie, quand on doit donner notre résultat de recherche, on doit aussi essayer toujours de faire les ponts entre l'académie et la société. Et ça, c'est parfois un problème. Il faut savoir aussi communiquer les choses. Il faut savoir vraiment essayer de faire un liaison aussi en train d'écouter les personnes de la communauté locale, en train d'écouter les citoyens, en fait, pour comprendre comment notre recherche, comment les choses qui ont produit à l'université, on peut aussi mettre en débat, on peut aussi mettre en discussion, on peut aussi présenter ces résultats de recherche et aussi accueillir des réactions aussi du public. Anna, vous mentionnez justement le lien entre académique et société, donc on parle assez largement, un public assez large. On oublie souvent aussi avec les entreprises et quels sont les liens qu'on doit entretenir justement avec les entreprises. Le fait que, par exemple, certaines recherches sont financées par des entreprises. Et donc, ça peut créer confusion quelquefois, je pense, dans le débat lorsqu'une personne a une recherche financée par une telle entreprise, malgré le fait que ces résultats soient dits neutres, dans ce cas-là, une véritable neutralité et non influencée. Est-ce qu'on peut redonner confiance au public par rapport à ça? Est-ce qu'il y a peut-être un manque de confiance? Ça, c'est une question intéressante parce que aussi, moi, je suis dans un projet ici à l'EPFL, c'est Marie Curie EPFL Innovators. Il y en a un projet qui s'est lié avec une industrie. Et du coup, pendant les dernières 5 années, j'ai recherché dans des archives d'entreprise. Et parfois, mais je me suis surtout confrontée à la liberté de chercher un peu plus là par rapport à des problématiques et des questions qu'on a souvent dans la responsabilité des entreprises. Dans mon cas, pour la construction des villes menées par la propre entreprise qui paye pour toute l'infrastructure de ces nouveaux développements urbains. Et je pense que la question entre les positionnements entre les publics et les privés, non, et ce type de partenariat, c'est assez délicate. Je voudrais savoir peut-être par rapport à ton expertise, comment un chercheur qui est en train de faire participer d'un projet comme ça, public et privé, pourra confronter par rapport, par exemple, un greenwashing des résultats de recherche et tout ça. Alors, bon, donc, on n'aborde pas cette question dans le rapport, puisque nous, on se cantonne vraiment aux questions d'expression publique et de communication publique, hein, mais sur ces questions-là, c'est sûr que par rapport au développement que j'avais donné en termes de neutralité, assurer cette fiabilité des données,
s'assurer qu'il n'y a pas de biais peut-être dans la recherche ou qu'il n'y a pas de suspicion de biais quand la recherche peut être tout à fait de bonne qualité, hein, même si elle est financée par du privé par exemple ou fait en collaboration avec du privé. Il y a toujours des suspicions hein, qui viennent à ce sujet-là. C'est une question extrêmement difficile et qui doit nous pousser à encore plus de transparence et à plus de pédagogie sur comment se fait la recherche. Comment est-ce qu'on... Quel type de protocole, sur la base de quelles hypothèses on travaille, etc. Et je pense que le fait du fonctionnement réel de la science est encore assez mal connu d'une grande partie du public et que là, il y a vraiment des efforts aussi de pédagogie sur le fonctionnement de la science. D'un côté, pour montrer que non, la science n'est pas une sorte de phénomène dans une tour d'ivoire complètement déconnecté de la société, mais que de l'autre côté, on n'est pas non plus dans une sorte de relativisme, dans un discours comparable à d'autres types de discours et d'opinions, mais qu'on a effectivement la production de connaissances qui sont finalement assez fiables quand on suit les méthodes et les procédures, et puis expliquer ça au mieux, même dans le cadre, et surtout peut-être dans le cadre d'une collaboration publique-privée est absolument nécessaire. Oui, Valérie. Moi, je pense que c'est très important que les institutions se positionnent dans leurs valeurs aussi. Comme on dit, la science n'est pas neutre. Je pense que l'université, le PFL ne sont pas neutres. On voit bien que les visions ou les missions qu'ont différentes écoles et universités peuvent être assez différentes. Et par exemple, c'est vrai que je me suis beaucoup questionnée sur le forum organisé par le PFL pour mettre en contact les étudiants avec les entreprises ou l'industrie, de voir dans la liste des entreprises comme Philip Morris ou comme Vitol, qui a été dénoncé à de multiples reprises par Public Eye pour avoir des comportements qui vont totalement contre les droits de l'homme. C'est vrai que là, on aurait envie, le grand public a besoin de comprendre comment le PFL, qui a une vision de développement durable, alors on peut questionner le mot développement, mais en tout cas de durabilité, peut défendre le fait d'inviter des entreprises de ce type-là dans son forum, par exemple. Donc je pense que c'est important qu'il y ait un débat aussi autour des valeurs que portent nos institutions. Oui, bien souvent, il y a la mission, les visions, les valeurs, et donc d'expliquer ça plus clairement rendrait, voilà, tout à fait. ce serait plus de transparence auprès du public qui, après ça, pourrait mieux comprendre peut-être certaines réactions du corps enseignant ou encore des membres EPFL, UNIL et toute autre université d'ailleurs qui serait concernée par ces questions. Augustin, vous dirigez. Oui, je pense que ça permet de rebondir sur un débat qui est très actuel aujourd'hui, c'est celle de la prétendue, en tout cas, neutralité des universités, mais en tant qu'institution cette fois-ci. Tout à fait d'accord avec Valérie, hein, dans le rapport, on affirme assez clairement aussi que les universités ont elles-mêmes des valeurs, donc elles soutiennent évidemment toutes les valeurs scientifiques de production de la connaissance, de recherche de la vérité, même si c'est un petit peu désuet comme manière de formuler la chose, mais elles soutiennent en général les grandes valeurs démocratiques, de justice, d'égalité, etc. Et elles peuvent s'approprier des valeurs à elles-mêmes qu'elles se donnent. Dans le cas de l'Université de Lausanne, la durabilité, les questions d'inclusion, d'égalité de genre sont des valeurs que le rectorat actuel s'est donné comme priorité et qu'elles peuvent affirmer et prendre position sur ces valeurs-là. Elles ne peuvent peut-être pas prendre position politiquement, c'est quand même des universités publiques qui sont financées par le public et qui ne peuvent pas prendre parti pour un parti politique plutôt qu'un autre, hein, de la rester apartisane, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas avoir des valeurs qui leur sont propres. Moi, je me pose la question aussi par rapport au climat, parce qu'on quand même, c'est le dada de notre centre. Est-ce que le climat ne peut pas être une cause qui soit de telle importance qu'elle viendrait briser tous les codes, qu'elle viendrait briser, même si on a un rapport qui indique, Augustin, qui n'enlève aucun bienfait à votre rapport, mais qui propose certaines actions, qui parle de plus de clarté, de transparence. Est-ce qu'on n'a pas besoin de quelque chose de plus concret, rapide, qui casse tous les codes en ce qui concerne le climat, étant donné l'importance de la cause? Alors, c'est une question ouverte à tous. Qui veut répondre? Il y a des institutions qui l'ont fait, effectivement. Qui ont déclaré, par exemple, l'urgence climatique. Qui disent nous nous mettons dans la liste, par exemple dans le domaine de la santé, il y a une initiative qui a été lancée par l'OMS pour que les institutions médicales et les universités ou les facultés de médecine se positionnent sur leur volonté
de faire quelque chose par rapport à cette réalité qui, pour l'OMS, est considérée comme la menace de santé publique numéro 1. Est-ce que ça donne des résultats concrets? Parce que c'est quelque chose d'inscrire dans une charte ces positions et après de mettre en place, mettre en œuvre des véritables règlements, des véritables actions. Est-ce que ça porte fruit? Alors, je ne sais pas s'il y a une étude qui a mesuré l'impact du fait que ces institutions se sont mises sur cette liste ou se sont positionnées clairement sur cet appel de l'OMS, mais je pense que c'est un signe qui est symboliquement fort quand même et qui montre au grand public qu'il y a une réelle menace pour la santé et que du coup certaines institutions s'en préoccupent activement. Parfait, merci. On a aussi une autre petite question dans le chat. À moins qu'il y ait d'autres réactions à la question que je viens de poser. Sinon, on passe à la question dans le chat. Quelles sont les bonnes pratiques de l'engagement? Augustin, vous avez mentionné que l'idéal serait d'avoir des formations, par exemple, que les gens pourraient suivre des formations afin d'avoir des actions et des engagements publics qui soient clairs et transparents. Quelles sont les bonnes pratiques de cet engagement? Est-ce qu'on peut nous faire un petit crash course de formation? Non, alors quand on parle de bonnes pratiques, ce que j'avais essentiellement en tête, c'était ce que j'ai déjà exposé, à savoir cette exigence de transparence et de clarté. Comme ça a été rappelé, il y a vraiment de multiples façons de s'engager, plein de modalités différentes, plein de circonstances dans lesquelles on peut le faire. Je pense que l'essentiel, c'est d'être clair sur le statut, la casquette qu'on endosse, d'où l'on parle et dans quel but. C'est avant tout ça. Ensuite, évidemment, on peut aborder les manières de manière plus ou moins radicale et confrontationnelle, ou de plus ou moins chercher le consensus ou les questions qui ne fâchent pas trop. Après, c'est des questions de stratégie de chacun, hein. Certaines personnes préfèrent avoir une approche plus consensuelle pour travailler avec les acteurs publics qui sont prêts à entendre ce discours. D'autres personnes cherchent plus la confrontation et la radicalité pour faire bouger les lignes. Et ça, c'est des questions de feeling personnel et de stratégie, quelque part. Mais tant qu'on reste dans le cadre de ce que la science et la littérature académique nous permet de dire, et dans le cadre de la déontologie académique, quelque part, quand on parle avec notre casquette de chercheur ou de chercheuse, je pense que toutes les stratégies sont possibles, hein. Valérie. Je crois que très concrètement, ce que j'ai expérimenté, je l'ai expérimenté surtout dans le cadre du Covid, parce que pour le climat, il y a un consensus scientifique très clair sur la réalité de ce qui se passe de ce point de vue-là. Pour le Covid, on apprenait en faisant, et les consensus scientifiques mettaient évidemment, ils n'étaient pas encore faits au moment où on devait s'exprimer, par exemple, dans les médias, sur des problématiques qui touchaient vraiment les gens très profondément dans leur vie quotidienne. Et je crois que là, c'est cette transparence de d'abord dire les faits, à quel point est-ce qu'il y a le consensus ou pas autour de certains faits, et de dire ensuite, ici, je vous donne mon interprétation de ces faits, comme on doit faire dans tout article scientifique, en étant le plus honnête possible par rapport aux faits. Mais souvent, on est quand même, à partir de là, le public a besoin de savoir quelle est notre opinion quand les choses sont très émotionnellement importantes ou ont un impact important sur leur vie. Et là, je pense que de dire personnellement, voici ça, c'est mon opinion sur cette question, la voici, et c'est comme ça qu'on a moins cette problématique de devoir séparer des casquettes. Est-ce que je suis en train de parler comme citoyen, etc. Ça, en pratique, c'était quasiment impossible pour moi la plupart du temps. Par contre, de faire la distinction entre ces différents niveaux, je pense que ça a permis que les gens puissent comprendre et du coup eux-mêmes se dire « Ah bah je suis d'accord avec elle » ou bien « Ah bah non, moi sur les mêmes faits qu'elle a présentés, j'ai une autre opinion ». Donc, beaucoup de clarté et de transparence pour aider les autres à se faire une opinion par eux-mêmes. Tout à fait. Mais comment on fait pour réagir lorsqu'il y a des pressions, pour être muselé, par contre, pour se faire... pour museler son engagement public, il peut y avoir des pressions qui sont exercées. Comment, en tant que chercheur, chercheuse, on peut répondre à ce type d'argument, répondre à cette censure? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour contrer les pressions? Je pense une discussion en amont, quand il y avait des problématiques sensibles sur lesquelles je savais que j'allais devoir m'exprimer dans les médias. J'essayais d'avoir des discussions en amont avec ma direction ou avec des collègues
pour voilà, affiner ma position, m'assurer que j'avais vraiment vu tous les aspects. Parfois, ça m'a fait changer d'opinion dans ce que j'allais dire ou nuancer certaines choses parce que j'avais pas vu un angle ou un autre. Et du coup, après, j'étais beaucoup plus tranquille, mais ça demande évidemment d'avoir des collègues et une direction qui est ouverte et soutenante pour ces interventions. Oui, donc finalement, on en revient à quelque chose qui est très le soutien interne qui se passe à l'intérieur d'une propre institution. Augustin, vous voulez réagir? Oui, dans notre groupe, nous n'avons pas vraiment réfléchi à que conseiller aux individus pour éviter d'être muselés, mais plutôt du point de vue de l'institution, elle, comment est-ce qu'elle doit réguler ou pas la parole des chercheurs et des chercheuses. Et notre conclusion est vraiment qu'une régulation a priori, donc avant les prises de parole, n'est pas désirable. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a tellement de cas de figure différents possibles que l'on ne peut pas faire de règle générale sur quand on ose s'exprimer ou pas. Les critères de légitimité d'une prise de parole vont être différents en fonction du contexte, en fonction de la discipline, en fonction de toute une série de paramètres. Donc de vouloir essayer de légiférer ça en amont, on tombe très vite dans la censure. Donc l'université n'est pas là pour trancher les controverses, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le débat entre pairs, entre scientifiques, ou même le débat public qui doit jouer ce rôle-là. Mais elle est là pour assurer la qualité du débat, à savoir qui correspond aux standards académiques, de confrontation des vues, de baser ses arguments, si possible, sur des éléments empiriques quand ça peut l'être, ou sur une argumentation la plus rigoureuse possible, etc., etc. Donc, pas de régulation verticale a priori, c'est plutôt dans le débat entre pairs que les choses doivent se passer. Et il peut y avoir des cas problématiques, on ne veut pas faire d'angélisme non plus, mais quand ça arrive, ça doit être traité a posteriori plutôt. Très bien. Puis en ce qui concerne justement, on a beaucoup parlé du niveau institutionnel, à plusieurs niveaux, le rôle que peut jouer l'institution, la gouvernance en soi de l'institution. Est-ce que l'UNI justement a été contactée par rapport à ça, puisqu'elle est précurseur, puisqu'elle est pionnière? Est-ce que vous allez inspirer d'autres universités à avoir quelque chose, un rapport similaire, à se pencher sur la question? Nous préférions encore plus sur la question climatique directement. Chez Climact, c'est clair, encore plus impliqué question climatique. Est-ce que c'est des demandes que vous avez eues? Alors, beaucoup. En ce qui concerne la réflexion générale, comme on en discute aujourd'hui sur les questions d'engagement. Pas forcément spécifiquement sur une thématique donnée, mais par exemple, j'ai eu des demandes, j'ai été présenté ce rapport au comité d'éthique du CNRS, à l'Institut français de l'intégrité scientifique, enfin l'Office français de l'intégrité scientifique, aux différentes institutions en France, alors beaucoup en France au début, et ensuite ça commence à venir avec 1 an et demi de retard, on est toujours un tout petit peu plus lent au démarrage, mais ensuite donc l'université, alors plutôt des instituts spécifiques, à l'université de Neuchâtel, de Genève, de Berne, m'ont sollicité. Donc, il y a aussi un grand congrès des géosciences européens où je suis allé présenter le rapport à des centaines de chercheurs il y a quelques semaines en arrière. Donc, le rapport fait son chemin. Et effectivement, on a eu la chance d'être un peu précurseur à ce niveau-là. Et puis, il a une assez grande influence, notamment sur les avis du comité d'éthique du CNRS et puis un autre comité d'éthique en France. On a même été cité par le ministère de l'Éducation, donc attention. Donc il y a eu des bons échos, il y a eu des bons retours. Après, voilà, ce rapport vit sa vie, et puis on n'est pas les seuls à contribuer à ces discussions. Des notes super positives, vraiment, pour le mot de la fin. On va devoir arrêter la discussion pour laisser place à, j'imagine, plus de musique encore sur Fréquence Banane. Alors, pour terminer, j'aimerais revenir une fois de plus aux remerciements des intervenants et intervenantes aujourd'hui: Augustin Fragna, Valérie Dacremont, Anna Carla Almeida et Ella Gran. Merci à notre partenaire Fréquence Banane pour cette séance. Tous les participants et participantes en ligne aujourd'hui, ainsi que nos auditeurs auditrices qui nous ont écoutés, nous ont suivis. Ça nous fera plaisir de vous revoir à l'automne. N'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter et nos invitations séminaires. C'est en bas de notre page d'accueil sur notre site web climact.ch. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.